Présentement à Saint-Ludger, à la porte ouverte annuelle des équipements Lapierre, voici Fondrant. Fondrant remercie ses partenaires. Les équipements Lapierre, c'est avant tout une riche expérience acquise depuis plus de 3 générations d'acériculteurs. Animés par une grande passion et un désir profond de faire évoluer l'industrie dans le plus grand respect de la nature. Fondrant est disponible sur YouTube, Patreon et Spotify pour l'écouter assis tranquillement dans ta voiture ou ton tracteur. Bonne écoute! Salut David! Salut! un nouveau podcast. Ouais, co-animateur amateur aujourd'hui avec vous autres. Ben oui, parce que là, nous autres, présentement, on fait l'enregistrement le 18 mai, puis les gars, on est dans le champ, nous autres. On est en train de faire semences, puis il y a juste moi qui ai pu se libérer. Ça en prend des gars qui travaillent un peu. Ouais, c'est ça. Fait que je t'ai demandé, David, si tu voulais co-animer avec moi, puis si tu veux te présenter pour les auditeurs. Oui, bonjour, moi je suis David Loubier. Je travaille pour les équipements Lapierre depuis une dizaine d'années. Je suis responsable du marketing et puis d'un paquet d'autres affaires, entre autres animer des podcasts quand le besoin se fait sentir. un autre atout dans le CV. Exactement. Hey, question comme ça, pourquoi une porte ouverte sur la sériculture un 18 mai? Pourquoi pas pendant le temps des sucres? En fait, c'est un peu une tradition. Après les sucres, les portes ouvertes comme ça, l'ensemble des manufacturiers vont faire la même chose. 3 semaines avant, c'est au niveau des États-Unis que ça se déroule. C'est la même affaire. Tous les manufacturiers sortent leur stock, accueillent les clients. Puis le but de tout ça, c'est un peu, pour nous autres chez Lapierre, c'est un peu un moment pour rencontrer nos clients, nos producteurs. Comment ça a été? Ça a été quoi vos challenges? Qu'est-ce qui a bien été? C'est quoi les problèmes que vous avez rencontrés? Écoutez, être à l'affût des idées des producteurs. Ouais, c'est un peu la clé à développer des produits qui vont répondre exactement aux besoins de ce que les gars cherchent dans le champ. Être à l'écoute des problèmes. Hey, si on se rend compte qu'un problème est revenu 5-6 fois, c'est certain qu'on va mettre notre équipe d'R&D sur le dossier pour régler la chose. Fait que ensuite de ça, il y a énormément de social. Les producteurs sont contents. Ils se relancent entre eux. Comment t'as fait dans d'olive à l'entaille? Ça a été quoi ta saison? Moi, ça a bien été. Moi, ça n'a pas bien été. Fait que il y a beaucoup de social entre les producteurs. Le réseau de vente à grandeur du Québec au Nouveau-Brunswick se présente ici aussi. Fait qu'il y a beaucoup de placotage. Puis, bien sûr, tous les équipements sont exposés. Il y en a plusieurs qui sont en fonction. On voit en arrière en ce moment. Oui, c'est ça. Il n'y a rien de mieux hands-on de voir ça fonctionner pour les clients. Autant les nouveautés que les produits qui sont plus anciens. C'est le moment de l'année de voir venir ça fonctionner, préparer la prochaine saison, passer leurs commandes. C'est un peu le pourquoi de cet événement-là. Oui, c'est bon. C'est important que ça soit fait après le temps des sucres. C'est un peu comme nous autres, l'Expo Champ, mettons, on fait pas ça en plein temps des récoltes. On le fait avant, l'Expo Champ. Sinon, il n'y aura pas personne. Exact, même principe. Ouais, c'est ça. Fait que là, pour l'occasion, on va recevoir 2 invités. On va recevoir Stéphane Guy d'Érable et Chalumeau. Oui. Puis on va recevoir Jean-Michel Lavoie, qui est alchimiste, puis alchimiste cofondateur de la distillerie du Granit. Ça va être, oui, exactement. Ça va être intéressant. Qui porte aussi... c'est un gars qui est allé à l'école, comme on dit. Ouais, c'est bon, ça. Il est titulaire de la chaire de recherche en acériculture à l'Université de Sherbrooke. Wow. Qui travaille à l'école, comme il aime dire. Ah, c'est bon, ça. Il en faut. Ah oui. Fait que, pour l'occasion, on a amené t'as amené de la bière Lapierre. Oui. On va avoir du stock de la distillerie du Granit. C'est sûr, moi, je veux essayer ça, là. C'est vraiment intéressant comme stock parce que c'est tout à la base de l'érable, dans le fond. C'est du Exactement. Produit oui, l'alcool de base. Jean-Michel pourra nous en parler un peu plus, mais c'est vraiment 100% érable. Yes. Oui, c'est bon. Puis on a amené notre bière Fondrant, puis de l'eau, là, on l'a mis au bout de la table. Oui, c'est pour ceux qui n'ont pas de goût. non, mais il faut s'y hydrater, c'est important. Parce que sinon, on va se ramasser. As-tu déjà été assez malade pour boire de l'eau, toi? Ouais, vu de même. Ah, c'est bon. Fait que, on est prêt à recevoir nos invités? On est prêt. Yes. Fait que, on va recevoir, dans le fond, Jean-Michel Lavoie et Stéphane Guy. Bonjour, monsieur. Allô, allô? Vous allez bien? Salut. Yes. Ça va bien, les deux?
Ah ben oui. 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 Une bonne fin de semaine, c'est depuis hier, vendredi, que ça a commencé, dans le fond, la porte ouverte. Il y a du monde en masse? Oui, il y a du monde, il y a du monde. Ouais. C'est Ouais, bon, puis, ça. Stéphane, quand il est entouré d'acériculteurs, il est toujours heureux. Il est toujours heureux parce qu'il est tout le temps entouré d'acériculteurs. Ouais, c'est ça. Ouais, vous êtes pas mal là-dedans. Là. Vous baignez là-dedans. On baigne dans le sirop, oui. Fait qu'en partant, si vous voulez vous présenter à tour de rôle, Jean-Michel, si vous voulez le présenter pour tout le monde. Moi, c'est Jean-Michel Lavoie. Je suis l'alchimiste à la distillerie du Granit. Ça, c'est une patente qu'on a fondée puis qui est liée aussi avec mon autre job, ma job de jour, que je suis prof à l'Université de Sherbrooke. Fait que je suis prof à l'Université de Sherbrooke depuis 15 ans. Je suis titulaire de la chaire de recherche industrielle en technologie acéricole. Une petite production acéricole en même temps. Ben, I wish d'avoir une production acéricole. J'ai 15 000 en taille à la maison, mais c'est pas encore exploité, ça. C'est encore, OK, il y a un potentiel. il y a un potentiel, mais c'est pas encore rendu là. C'est bon, merci. Ouais. Stéphane? Stéphane Gay, moi je suis coopérateur du site internet Érable et Chalumeau avec Edith Bonneau qui est aussi biologiste. On est tous les deux biologistes. Et puis on fait le site depuis 7 ans maintenant. 7 ans déjà. 7 ans déjà. On s'est trouvé un créneau dans la vulgarisation. Puis depuis juin passé, on fait aussi des tests d'équipement pour les équipements Lapierre. OK. Beaucoup de plaisir à tester de l'équipement, développer des protocoles, puis toujours dans l'objectif de faire mieux, puis mieux servir les producteurs. Ouais, c'est le fun ça quand tu peux aider à améliorer la production. Puis c'est un plus-value, tu sais, c'est le fun. C'est sûr que c'est le fun de pousser la chose puis d'améliorer tout le temps. Oui, puis surtout quand tu décides de prendre énormément de données dans ton érablière, puis dans ta façon d'évaporer, c'est la prise de données, c'est ce qui te fait comprendre, premièrement, que tu sais rien, puis que tu as besoin d'en prendre encore des données. Moi, je rencontre beaucoup de monde qui connaissent tout dans la vie, mais qui ne prennent pas de données. Ouais. Puis s'ils prenaient des données, ils seraient au courant qu'ils ne savent pas grand-chose. Ouais, ça, des fois, tout ce qu'on retient dans la tête, les souvenirs, des fois, ils tombent erronés au fil des ans. C'est pas comme l'écrire sur un papier, ça reste. Puis, Ouais, puis, tu sais, on va dire les vraies choses. Là. En acériculture, il y a beaucoup de légendes rurales. Oui. Vraiment, là, mais on est dans un domaine où il y a des croyances qui sont implantées. Puis, avant, je me débattais pour essayer d'expliquer pourquoi non. Puis, aujourd'hui, ce que je dis au monde, c'est « Explique-moi donc la logique de ton affaire. » Oh, puis là, j'ai plus rien à dire. On comprend que si Stéphane ne connaît pas la sériculture, toi puis moi, on est mal barrés, mon gars. Moi, il y a tout le temps une croyance, c'est pas directement à la sériculture, mais mon père, à chaque fois, à chaque automne, dit « Oh, les nids de guêpes sont hauts, il va y avoir de la neige cette année. » Puis on est à Montérégie, puis ça fait une couple d'années qu'il n'y a pas grand neige. Fait que moi, je me base plus là-dessus. Les nids de guêpes étaient-tu hauts? Ouais, il était haut. Ça dépend de la hauteur de l'arbre. Ouais, mais tu sais que ce qui est merveilleux que le cerveau humain, là, c'est que les gens ils vont se rappeler juste les fois que ça a marché. Ouais. Mais pas les 22 fois que le nid de guêpe était mal placé, mais l'année que le nid de guêpe était bien placé, c'est celle-là qui est resté incrusté. La validation statistique n'est pas très forte. Producteur depuis combien de temps? Écoute, moi, j'ai eu ma première cabane à sucre il y a plus de 20 ans, à Frampton, dans la Beauce. OK. On était à Chaudière. En fait, c'était une cabane à sucre au tube. Moi puis ma blonde, nouveau, on connaissait pas ça. On a enlevé tous les tubes pour être à Chaudière. Ah, ouais. On avait 1500 chaudières. Ah, ouais. On a appris c'était quoi travailler. Ah, non, c'est quelque chose. Moi, j'ai pas connu ça. Avant le verglas, chez nous, c'était 7000 en taille à Chaudière. J'avais 2 ans là, avant le verglas, là, fait que j'ai pas connu ça, mais mon père, il m'en compte, là, puis c'est de la job, c'est de l'ouvrage. 7000, il y avait 2 équipes pour tourner, puis... Écoute, 7000, c'est incroyable. Ah, nous autres, on était 2 pour 1500, puis il me semble qu'on faisait juste ça. Ah, c'est ça qu'il disait. Mon père, il partait le matin, il y avait 2 équipes, puis il faisait juste tourner, puis ramasser l'eau, puis il y avait du monde. Mon grand-père, il y avait deux cabanes dans le fond pour bouillir, puis c'était quelque chose. Depuis le verglas, il n'y a plus rien. On fait ça pour s'amuser, là. On a 300 entailles à boquette, mais ça a scrappé 90% de l'érablière, le verglas chez nous, fait que... Ah oui, c'est sûr. Il y a plus... Puis tu sais, il y a des arbres qui se sont remis.
Mais là, on voit, on doit être rendu à 20 ans du verglas, là, 98, on n'est pas loin, là. Puis on voit qu'il y a des arbres qui, là, ils commencent à se ressentir de ce qui s'est passé en 98, là. Ouais. On le voit très bien, là. Moi, je visite des forêts, là, puis là, je dis, vous autres, vous avez eu le verglas, parce qu'on voit les têtes là, qui commencent à plus le supporter, là. Exact, oui. Mais non, ça l'a beaucoup affecté. Aujourd'hui, c'est du ménage, on est en train de trier les érables, puis tout ce qui repousse, là, dans le fond. Là, ça a fait beaucoup d'espace. Fait que là, ça a fait beaucoup de lumière qui rentre dans le bois à cette heure. C'est clair, oui. Beaucoup de fougères, hein? Oui, c'est ça. Hey, Stéphane, parle-nous d'un petit mot de ta saison. Ta nouvelle installation, première saison dans ta nouvelle érablière. Comment que ça a été? Parle-nous de ça un peu. Ben, on va dire que ça a été une belle saison. Pour une première saison, au moins, ça coulait bien. Hein? Ça coulait bien, mais nous autres, on est installés, pas en paresseux, là, mais en système qu'il faut qu'on ait le temps de continuer à faire des capsules. Pas à chaudière. Non, on n'est absolument pas à chaudière. En fait, on a les équipements tout à la fine pointe. Vacuum très élevé, concentration 30 brix. On évapore avec un évaporateur haute performance, un Force 5. Écoute, un 2,5-8, là, OK? Un 2,5-8. Cette année, nous autres, on a parti le feu 7 fois. Mais on aurait pu le partir juste 5 fois, mais on avait trop hâte de le partir au début, fait qu'on n'a pas attendu que notre ball tank soit plein de concentré réfrigéré. Mais en réalité, on est tous basés sur le fait que mon ball tank contient 3 barils de sirop, l'équivalent. Fait que quand je pars l'évaporateur, c'est pour faire 3 barils. Fait que cette année, puis nous autres, à chaque fois qu'on fait 3 barils, c'est une livre à l'entaille. Parce que dans notre dispositif, on a mis 1300 entailles. Okay. Fait que si on fait 3 barils, fait qu'on on aurait pu faire bouillir 5 fois, on a fait 5 livres cette année, mais on a manqué le début de la saison parce que tout était neuf. On a eu de la misère à se faire raccorder, plombier, tout ça. Fait qu'on, quand on a entaillé, on était sur le déclin de la saison. Notre première journée de coulée, ça a été notre plus grosse. OK. Habituellement, la première, c'est pour starter, puis... Oui, c'est ça. Fait qu'on est starté dans le jus. Mais saison exceptionnelle, tous nos équipements marchaient super bien. On a vraiment trippé. On a déjà développé plein d'affaires, que ce soit le nettoyage. On ne s'est pas juste attardé à dire on va tester des équipements. C'est qu'on va dire on va tester des équipements, mais on va développer une méthode pour pas que les gens travaillent trop. Oui, c'est ça, parce que c'est ceux qui... J'ai frotté rien. Là. Si je te dis j'ai frotté rien, j'ai vraiment frotté rien. Le silo, je ne l'ai pas frotté, il se lave tout seul. OK. L'évaporateur, on le lave au filtrage, je ne l'ai pas frotté. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Le ball tank qui se lave tout seul. Tout se lave tout seul. On a une procédure, là, vraiment. L'idée, c'était, on veut monter un modèle pour les gens qui ne peuvent pas lâcher leur job pendant les sucres. Ah, exact. Il y en a beaucoup de ça. Mais 5 à 7 000 en taille, tu ne gagnes pas assez pour prendre congé normalement. C'est clair. Surtout si tu fais ta propre mise en marché. Surtout, oui. Là, c'est ça. Là, c'est dur de dire... de trouver du temps pour ça, là, c'est quelque chose. Exact. Donc, c'était ça le modèle qu'on essayait de développer. Puis, on est en bonne voie. En tout cas, nous autres, à la première saison, on se dit, coudonc, on a-tu mis le doigt dessus du premier coup? OK. Je dis pas qu'on peut pas s'améliorer, mais on a comme l'impression qu'on a mis le doigt sur quelque chose de facilement opérationnel. Puis le haut brix, ça a été beaucoup plus facile à intégrer dans notre façon de faire qu'on le pensait. On pensait travailler très longtemps pour développer des saveurs de sirop qui nous intéressaient. Puis finalement, à cause qu'on le calcule, nous autres, avec le temps, on a pris beaucoup de données sur des évaporateurs. On savait qu'on voulait un temps de résidence minimal d'1 heure pour le transit du sirop. On a mis les paramètres qu'il fallait, 3 pouces d'épais, diminuer le feu. Puis une fois qu'on l'a calculé, on est arrivé à faire un sirop qui était tout à fait exceptionnel. Là. On est extrêmement contents. Le calcul qu'on fait, il fonctionne. Parfait, ça. C'est bon, ça. Puis tu parles de 30 briques. C'est quoi la moyenne, à peu près? Je pense qu'on serait rendu au moins à 20, là, en termes de moyenne de concentration. Là, on doit être rendu à 20. Il y a un step additionnel pour se rendre à 30. À 30, c'est plus complexe. Parce que le monde a été jusqu'à 20, parce que jusqu'à 20, tu peux quand même utiliser l'évaporateur que tu avais. Oui, c'est ça. Mais il arrive à un certain moment donné, tu peux pas passer dans tes pannes, des pannes à plis aux pannes à fond plat supérieur à 40. Parce que là, tu as des problèmes dans tes pannes à plis si c'est concentré à plus que 40 brix. Là.
OK. Fait que, nous autres, chez nous, là, on a 8 pieds d'évaporateur, 2,5, c'est un 2,5-8, là, puis on a 3 pieds de panoplie, 5 pieds de fond plat. OK. Parce qu'on sait que la concentration au BRICS, c'est le meilleur moyen au niveau environnemental d'économiser de l'énergie, peu importe le combustible qu'on veut utiliser, que ce soit du bois, que ce soit de l'électricité, que ce soit de l'huile, du propane, n'importe quoi. Le meilleur moyen, la meilleure chose qu'on peut faire pour l'environnement, c'est de concentrer, peu importe le combustible qu'on utilise. Oui, bien, nous autres, c'est sûr que moi et ma blonde, on est des scientifiques. Donc, on pèse le bois qu'on met dans l'évaporateur. On s'est tout installé pour le peser. Donc, on rentre notre bois dans une palette qui contient une demi-corde de bois de 24 pouces. Puis, notre transpalette, pour le transporter, c'est une balance. OK. Fait que là, on pèse la palette avec le bois. Puis là, on mesure combien on en prend à mesure. Fait que là, on a mis 100 livres pour partir. Fait que là, on calcule. Le démarrage a coûté tant de livres de bois. Chaque baril a demandé tant. Puis mon nettoyage de fin de journée, parce qu'on nettoie en bouillant du filtrat, a demandé tant de livres de bois. Puis finalement, c'est une affaire qu'on ne pensait pas. Une fois qu'on s'entraîne à 30 bricks, là, notre petit évaporateur, on fait 5 barils avec une demi-corde de 24 pouces. Ah ouais. Une demi-corde? Une demi-corde de 24 pouces, on fait 5 barils de sirop. Ah, c'est bon. Tu mesures aussi ton humidité, je pense, hein? Oui, je mesure l'humidité du bois Ouais, parce que ouais. c'est sûr que là, on rencontre beaucoup de monde qui se plaignent que leur évaporateur ne fait pas nécessairement ce qui a été vendu pour, mais sauf que c'est toujours calculé sur la base que le bois que tu mets a moins de 20 d'humidité. Ouais, c'est ça. Nous autres, on mesure l'humidité du bois pour être certain qu'on est capable de calculer les BTU qui étaient livrables. Là. Parce que à chaque fois que tu as trop d'humidité, ça diminue les BTU disponibles parce que ce qui sert à évaporer ton bois ne sert pas à évaporer ton eau d'érable. Ouais, c'est clair de même. Là. Fait que c'est quoi? C'est du bois cordé serré depuis 1 an? Oui, du bois qui a 1 an, puis nous autres, dans le fond, le bois 1 an fendu assez vite. Oui. OK. Puis, tu vois, nous autres, notre bois, là, il y avait entre 8 et, en moyenne, 12 d'humidité. Donc, c'est un très bon bois qu'on avait, du bois franc. Mais comme on le pèse, si on avait eu du bois de moins de qualité, c'est pas grave, parce que les BTU, ça marche avec le poids. Fait que là, c'est pour ça qu'on se fie pas juste à la corde. On le pèse pour être certain que d'une fois à l'autre, ça va être répétable ce qu'on fait. OK. C'est bon. Jean-Michel? Oui, monsieur. Habituellement, on commence le podcast, on boit une bière, on goûte aux produits. Tu voudrais-tu faire goûter tes produits pour partir ça? Parce que là, on a parti ça, on s'est mis à jaser, mais on ne buvait rien. Oui, on a quand même beaucoup d'alcool pour très peu de temps. Oui, on va travailler là-dessus. Écoutez, on va travailler avec celui qui est peut-être le plus doux pour la mise en bouche, disons-le comme ça. Celui qui est plus érable, fait que je vais vous présenter mon gin réduit. OK. Ça, c'est mon gin de cabane à sucre. Fait qu'on va expliquer un peu le produit. En fait, nous autres, on va fermenter puis on va distiller notre sirop d'érable pour pouvoir faire un alcool. Fait qu'on fermente avec des levures, comme on va fermenter du vin, on va fermenter de la bière, du whisky, peu importe. On distille ça 2 fois. Mais quand on va faire la deuxième distillation, on va distiller avec des aromates. Faut que je sois plus proche. On va distiller avec des aromates qui vont nous donner quelque chose qui va ressembler à un gin. En fait, c'est littéralement ce qu'on appelle, quand on fait un gin, on va utiliser un gin basket. On passe les détails. On va faire un gin qui est super forestier. On met du thé du Labrador là-dedans, on va mettre du sapin. Puis après ça, on va le mélanger avec un réduit d'érable. On ne met pas réellement du réduit d'érable parce que c'est difficile à concentrer sur la langue. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre du sirop d'érable, puis on va le diluer pour avoir grosso modo l'équivalent du réduit. Puis après ça, on le laisse vieillir avec du bois d'érable qu'on a fait torréfier. Puis ça, ce qui est vraiment le fun avec ça, c'est que la manière qu'on va le faire torréfier, c'est un peu comme le café, là. On va le faire torréfier à vapeur. Puis à la vapeur, ça va nous permettre de garder le goût du sirop d'érable. En fait, on goûte l'érable sans nécessairement avoir le sucré de l'érable dans ce produit-là. C'est sûr que le produit est sucré, mais on est capable d'aller chercher ce goût d'érable-là qu'on va retrouver chez le voisin d'à côté, on va en parler tantôt aussi. OK, parfait. On goûte à ça. On y va. Fait que lui, c'est un bon vendeur. Celui-là, il est malade. Le monde triple là-dessus. Généralement, la règle du pouce, quand on va faire des événements, nous autres, on va emmener au moins 2 fois plus de lui que de toutes les autres parce que le monde va y goûter. Puis principalement dans un monde assez ricole, le monde va y goûter et ils vont dire « OK, ça m'en prend une bouteille ». Puis si bien qu'on le fait dans le 4 litres aussi.
Fait que le monde, des fois, ils aiment ça à ce point-là qu'ils le prennent. Dans le temps des sucres, le monde le ramasse en 4 litres. Il passe à la distillerie, puis j'ai vu un gars à un moment donné, je pense qu'il y avait une grosse équipe où il y avait une grosse soif. Là. Il est passé le premier jour, il a ramassé, peut-être un mardi, il a ramassé un 4 litres. Plus tard dans la semaine, peut-être un jeudi, vendredi, il dit on a passé au travers, ça va nous en prendre un autre. Fait que peut-être dans le temps des sucres, bien entendu, je pense que le gars bouillait pour la peine. Il bouillait pour la peine ou ben non, il avait soif pour la peine. Fait que tu es en train de me dire que ce gin-là permet d'avoir un évaporateur trop petit pour ton opération? Ça ressemble à ça. C'est 100% efficacité avec ça. C'est bon. Yes. Ben, merci beaucoup. Fait que santé. Santé. L'odeur est très agréable. Allons-y. Ah, ouais. Ah oui. Puis moi, quand j'ai formulé ça, j'ai formulé les produits de la distillerie, puis celui-là, ce qui était spécial avec lui, c'est qu'on a commencé, puis je vais aller dans les détails de la conception de ça. Quand j'ai fait du bois torréfié d'érable, on a commencé par le faire macérer dans de l'alcool qui était beaucoup plus concentré. Puis écoutez, le goût que ça avait, là, c'était horrible. Là, on s'est dit, il n'y a rien à faire avec ça, on ne sera jamais capable de faire un produit de qualité avec ça. Fait qu'après ça, pour n'importe quelle raison, on s'est mis à utiliser de l'alcool qui était moins concentré. Puis on a fait une extraction qui a fini par donner ce produit-là. Puis la première fois que j'ai goûté à ça, je me suis rappelé la première fois que j'étais allé à la cabane à sucre quand j'étais jeune. Ouais, exact. C'est ça que ça m'a rappelé. Puis je sais pas si mon oncle me donnait trop à boire quand j'allais à la cabane à sucre quand j'étais petit, c'est peut-être ça. Là. Mais ça m'a rappelé ça, puis je pensais que j'étais fou dans ma tête. Là. Mais à un moment donné, il y a des clients qui m'ont dit exactement la même affaire. Je bois ça, ça me rappelle la première fois que j'étais à la cabane à sucre. Oh, oui. Non, si je pouvais dire, Jean-Michel, c'est quelqu'un qui participe avec nous autres depuis plusieurs années comme juge au concours de sirop de la Grande Sèvre, OK? Et puis, dans les gagnants, la plupart du temps, ça goûte l'érable, puis il y a une saveur secondaire caramel que les juges, là, puis tout le monde capote la plupart du temps. Puis ta saveur, tu l'as aussi. Tu as érable, puis tu as une saveur secondaire caramel comme les sirops gagnants du concours. J'avais jamais fait le parallèle, mais je pense que oui, effectivement. Puis je pense qu'on va aller chercher ça vraiment avec le bois d'érable, parce que quand on fait la formulation sans mettre le bois d'érable torréfié, ça donne pas du tout le même fini, mais dès qu'on met le bois d'érable torréfié, ça donne une game qui est complètement différente. Le produit que vous avez goûté. Super bon. On y va avec le deuxième tout de suite? Bah. Ah, écoute, là, ça a bien parti, là. Là, on passe aux choses sérieuses. Fait que là, je vous présente le Coyote. Fait que le Coyote, il est à la jonction entre le rhum, le bourbon et le whisky. On ne pourra jamais l'appeler aucun de ces noms-là parce qu'on n'utilise aucun des ingrédients pour qu'on puisse s'appeler vraiment du rhum, du bourbon ou du whisky. Ouais. Fait qu'on utilise encore de l'alcool d'érable. Puis le Coyote, ben, on avait un problème puis une opportunité en même temps avec ce produit-là, en ce sens que on pouvait pas l'appeler aucun des noms que le monde connaissait. Fait que je pouvais pas l'appeler un bourbon parce que j'aurais eu des problèmes, même affaire pour whisky, même affaire pour scotch, bien entendu. Fait qu'on s'est dit, on a une super belle opportunité de créer un nouveau produit. Puis au Québec, ce qui est cool, c'est que on n'a pas vraiment un alcool qui est représentatif du Québec. T'sais, quand on pense à la France, on pense au vin, on pense au cognac. Si tu vas en Écosse, il va y avoir le scotch, il va y avoir le whisky, l'Irlande aussi. Tu vas en Amérique du Sud, il y a la cachaça, mais au Québec, il y a une place de libre. On peut faire quelque chose qui va être représentatif. De quoi d'unique? Oui, de quoi d'unique. Fait que le Coyote, on s'est dit, on peut pas l'appeler comme un nom que les gens vont connaître, fait qu'on va l'appeler d'un autre nom. On va l'appeler le Coyote. Puis pourquoi le Coyote? Ben, c'est une bébête qui vit dans le bois ici. On trouvait que c'était adéquat. Puis c'est une bébête que tout le monde connaît aussi. Mais ce qu'on a fait avec ce produit-là, on a combiné notre alcool avec du bois de chêne qu'on a torréfié avec notre technologie de torréfaction, puis du bois d'érable aussi. Fait que ça va aller chercher le classique des amateurs de, mettons, bourbon ou whisky, mais avec une touche d'érable comme les gens n'ont jamais vu. On a amené ça en Écosse, ils ont goûté à ça, ils ont fait « Attends une minute, là, c'est quoi cette affaire-là? » On connaît ça, mais on comprend pas ce qui se passe. Ouais. C'est la finale d'érable, là, on comprend pas comment ça fonctionne, cette affaire-là. Fait qu'on va essayer ça. Yes. Fait que celui-là, on parle d'un 35 % d'alcool. Ça dépend de la tolérance à l'alcool. C'est sûr que mon gin réduit qu'on a goûté en premier, c'est accessible à tout le monde. Fait que tout le monde peut boire ça, tu t'écœures pas avec ça, c'est très doux au niveau alcoolique, tu t'en rends pas compte finalement. Puis généralement, la règle du pouce avec le précédent, on dit écoute, tu ouvres la bouteille, tu prends le bouchon, tu le tires dans le feu, tu n'auras plus besoin du bouchon de toute façon. Puis tu peux boire la bouteille avec tes chums autour du feu. Ça, elle va finir à la fin de la soirée. Elle va se finir. Le Coyote, un petit peu plus fort, mais pour les gens qui ont une certaine tolérance à l'alcool, vous allez voir, il est très, très doux. Puis il y a plein de blagues avec le Coyote aussi. On l'a appelé le nouveau numéro 7 en arrière. Ouais, pourquoi? Ouais. On fait référence à Jack Daniels. Copyright. On fait référence à Jack Daniel. Jack Daniel, sur la bouteille, est marqué « The Old Number 7 ». Mais ce qui est drôle avec ça, c'est qu'on l'a formulé,
Puis ma 7e formulation, exactement, a été celle qui a donné le produit que vous allez goûter. Messieurs, santé. Ah oui. Fait que là, on va chercher la finale d'érable. La finale d'érable est là, mais le début est vraiment chêne classique. Ouais, puis ceux qui n'aiment pas les alcools trop sucrés, il faut savoir que, écoute, c'est pas quelque chose de sucré ou qui Ah non. C'est vraiment... On s'attend pas à ça. Non, effectivement. Vraiment à la fin. Puis, tu sais, je regarde les ingrédients. Là, le premier ingrédient, sève d'érable, mais c'est vraiment à la fin que tu as le petit goût. Oui, exactement. Super bon. C'est les produits qu'on a. On a ici aux portes ouvertes. On en a d'autres. Excuse-moi, puis il est très long en bouche. Hein? Ouais. Il est très, 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 très long. Là. Puis la finale d'érable, elle reste très longtemps. Puis, ce qui est drôle avec ça aussi, c'est qu'on a été capable d'aller chercher les amateurs de bourbon, de whisky. Puis on a fait beaucoup de tests. On est à beaucoup d'événements, des trucs comme ça. Puis généralement, quand il y a un amateur qui va dire « Hey, moi, j'aime beaucoup le whisky. Ah, les affaires à l'érable, j'aime moins ça. » Il goûte, il part avec la bouteille. Puis une autre belle anecdote, là, à un moment donné, on était au marché allemand à Québec. Puis au marché allemand à Québec, il y a beaucoup de monde qui passe un peu partout dans le monde. Beaucoup d'Américains qui sont venus faire un tour. À un moment donné, on venait de le sortir. L'année passée, on venait de le sortir. Américain qui goûte à ça, il goûte à ça. Que moi t'en prendre une bouteille. Le lendemain, il revient au kiosque. Lui, il était lui-même distillateur de whisky. Il avait amené une de ses propres bouteilles de whisky du Texas pour qu'on en profite, pour qu'on y goûte à notre tour. Il était tellement content d'avoir goûté à ce produit-là, il était tellement unique à son goût qu'il a décidé d'amener une de ses propres bouteilles pour qu'on y goûte. Fait que ça, c'était le coyote. Super bon. Puis en même temps, Jean-Michel, tu peux-tu nous parler de ton cheminement pour te rendre à la création de ces produits-là? Ça part de la recherche puis du développement qu'on a fait à l'université. En ce sens que à l'université, on travaille sur beaucoup de patentes au niveau, mettons, sirop d'érable, on y allait au niveau caractérisation chimique, on travaille aussi sur les technologies reliées avec l'érable, l'automatisation. Mais une des affaires qui restait dans le monde de l'érable, c'est la valorisation des sirops déclassés. Puis c'est de là que pas mal tout ça est parti. Parce qu'à Saint-Romain, où on a commencé à faire ça, à un moment donné, ils récupéraient la rage, puis tout ce qui est dans le fond de la panne. Ils disaient, on peut-tu faire de quoi avec ça? Puis ils m'avaient contacté, puis on n'avait pas mis toutes les infrastructures de recherche en place encore. Ils disaient, on peut-tu faire de quoi avec ça? Fait que nous autres, on a travaillé dans le monde de l'énergie depuis 15 ans, puis fermenter, distiller, on est à l'aise avec ça parce qu'on travaille dans le monde de l'éthanol pour mettre dans les voitures. L'éthanol carburant. Fait que fermenter, on était à l'aise avec ça. Fait qu'on s'est mis à fermenter puis distiller. Au début, c'était dégueu. C'était infect, cette patente-là. Mais progressivement, on a affiné nos affaires pour arriver à avoir un produit qui était de qualité. Fait que le but de ça, à terme, c'est de réussir à valoriser ce qu'on ne valorise pas en sirop d'érable pour en faire un produit à valeur ajoutée, littéralement, pour en faire un alcool. Puis il y a toute la portion aussi de fierté québécoise là-dedans que il faut faire un alcool qui va être très représentatif du Québec. Puis on pense que progressivement, on s'en va dans ce sens-là. On commence à faire de quoi qui va être, et on l'espère à terme, quelque chose qui va représenter qu'est-ce qui se passe au Québec en termes d'alcool qui va être unique au Québec, parce que ça ne pourra pas être fait ailleurs. Oui. Puis, vous êtes basé à Saint-Romain? Ben, la distillerie est basée à Saint-Romain. C'est sûr que le laboratoire de recherche est à l'Université de Sherbrooke. On est à Sherbrooke. Ouais. Mais la distillerie en elle-même est à Saint-Romain, effectivement. Puis je vois que Québécole, j'ai vu ça passer. Ça se mélange entre les deux, on dirait. Effectivement, il y a un inside joke avec Québécole. C'est que Québécole est une molécule qu'on va retrouver dans le sirop d'érable. Et c'est une molécule phénolique qui est reconnue pour certaines propriétés thérapeutiques. Originalement, on n'avait pas trouvé ce nom-là pour distribuer nos produits, mais notre firme de marketing a dit « Qu'est-ce que tu penserais de Québécois? » Puis je connaissais le terme parce que je suis chimiste de formation, donc à un moment donné, tu sais un peu ce qui se passe dans le monde de l'érable. Puis j'ai dit « C'est extraordinaire comme nom, parce que dans le monde de la chimie, le suffixe ol, quand ça finit par ol, ça veut dire alcool. Fait que éthanol, l'éthanol qu'on boit, c'est éthanol. On peut le boire. Méthanol, bois-le pas, là, mais c'est un alcool, l'alcool de bois. Fait que Québécois, c'était l'alcool du Québec, selon le terme. Puis on dit « C'est de toute beauté, là. » Ça nous faisait un beau branding pour nos produits. Ça serait l'alcool du Québec. Donc, à terme, peut-être qu'on va retrouver ça à Singapour comme étant l'alcool du Québec. En fait, c'est l'objectif de ça aussi. C'est bon, ça. On a parlé du cheminement de Jean-Michel. Stéphane, le cheminement d'érable et chalumeau, ça vient de où, ça? Érable et chalumeau, c'est un drôle de hasard, en fait. C'est ma participation à l'émission Un chef à la cabane. Mm-hmm. Et puis, l'émission a été plus populaire, je pense, qu'anticipé au départ. Moi, je connais pas vraiment. Je suis pas quelqu'un qui écoute beaucoup la télévision. Fait, je sais pas ce que c'est le pouvoir de la télévision. Puis, tout d'un coup, le samedi matin, je passais une couple d'heures à refuser des amis Facebook
parce que les gens m'ayant vu à la télévision, ayant vu ce que je fais avec Martin pour son érablière, puis surtout que dans les premières années, on a vu son score de production augmenter rapidement. Okay, ouais. Fait que là, les producteurs étaient là, moi, je le veux comme chum. C'était pour ton corps ou pour tes connaissances? Non, c'est le cerveau, là. Tu sais, c'est le cerveau, là. Mais... ça reste une partie. Mais moi, j'ai refusé. Mon Facebook, tu sais, à l'époque, j'avais 14 amis, là, tu sais. Fait que là, tu vois, je suis le genre de... J'ai pas 5000 amis de base, là, dans la vie. Un vrai influenceur. Mais là, je les refusais. Puis c'est ma blonde, Edith Bonneau, qui m'a dit, tu sais, tu peux pas aller à la télévision puis pas l'assumer. Elle dit, tu vas t'ouvrir un compte professionnel. On a appelé ça Stéphane Guy Biologiste parce que mon personnage dans l'émission, c'était Stéphane Guy Biologiste. OK. Puis là, le monde, il pouvait s'abonner. Puis là, on pouvait donner des nouvelles. Puis là, on donnait pas de nouvelles. Parce que moi, c'est pas ma nature de m'exposer. C'est drôle à dire, mais c'est pas ma nature de m'exposer. Puis à un moment donné, un vendredi qu'on n'avait rien à faire, on a fait une petite capsule dans notre érablière. Puis là, on a eu 5000 vues en l'espace de quelques minutes. Puis là, ça nous a fait peur. La chienne à là, on a dit, on peut pas dire n'importe quoi. Ah, exact. Ouais, OK, Puis moi et ma blonde, on était comme en période de transition de carrière. On avait le goût de changer. Fait qu'on avait pris nos vendredis de congé puis on faisait une capsule par semaine. OK. Puis pour le fun, on mettait ça sur Facebook avec aucune envie de rien d'autre que dire on passe le temps à s'amuser dans quelque chose qu'on aime, la sériculture. Et puis, mais là, il y avait trop d'abonnés, des 100 000 vues, des affaires de fou, là, tu sais. Puis, il y a du monde qui nous ont approché, on aimerait ça, mettre de la publicité sur votre site, mais sur votre page Facebook. On a dit, ah non, on n'a pas le goût de ça. Puis finalement, de fil en aiguille, on s'est dit, coudonc. On va faire un site Internet dédié à la sériculture, puis on va s'assumer, puis on va faire des capsules de vulgarisation. Moi, c'est ça que j'aime faire. J'aime prendre un sujet compliqué puis essayer de le rendre facile. Essayer. J'ai dit essayer. Ouais, le rendre comprenable. Essayer de le rendre comprenable. Puis ça fonctionne, hein, parce que je vais t'avouer franchement que les capsules qu'on fait aujourd'hui sont beaucoup plus compliquées que les premières qu'on a faites, parce que les gens qui nous ont suivis, ils nous posent des questions beaucoup plus compliquées qu'avant, là. Je peux te jurer qu'on voit l'effet qu'on a. C'est ça. C'est très clair qu'il y a eu une augmentation de la qualité des questions qu'on reçoit, là. Mais c'est de même ça a commencé. Ça a commencé... après ça, j'avais une espèce de, des fois, des frustrations dans l'émission parce que, tu sais, à l'émission, ils ne gardaient pas nécessairement les meilleurs moments de Stéphane Guy. Si je faisais une blague, ils gardaient la blague plutôt que mon explication. Ouais, on comprend, c'est de la variété. Show, là, c'est de la variété. Puis là, j'étais là, mon Dieu, ils ont coupé le meilleur puis ils ont gardé ma blague poche. Ben, c'est pas vrai, je fais pas juste des blagues poches, mais de temps en temps, tu t'échappes une drôle. Là. Ouais, c'est ça m'arrive. Mais, fait qu'au début, là, mettons, on savait qu'à l'épisode 12, j'allais parler de ça, mais on faisait tout de suite une capsule pour réexpliquer ce qui n'avait pas été gardé. Okay. Puis elle était déjà prête. Fait que le lendemain de l'émission, on la mettait en ligne pour recevoir 30 000 questions. C'est une bonne idée, oui. Fait que c'est de même qu'on a commencé à faire un rythme plus soutenu de capsules. Puis après ça, de fil en aiguille, ma blonde a lâché son travail, puis elle s'est dédiée au site. Moi, c'est juste depuis juin passé là, que je suis temps plein dans Érable et Chalumeau, puis le R&D. Oui, parce que, faut le dire, Edith, elle en fait gros dans Érable et Chalumeau. Là, écoute, ceux qui ont déjà travaillé les réseaux sociaux, sont bien au courant que les réseaux sociaux à Séricole sont extrêmement actifs. On parle de centaines de questions des fois par jour. Là. Par jour? Par jour. Par jour, là. Puis tout le monde est répondu. Ouais, il n'y a personne qui reste en souffrance. Tout le monde est répondu. Ça arrive des fois qu'on dit, là, il s'en vient une capsule. Parce que quand tu as 40 fois la même question dans la même journée, ça veut dire qu'il manque une capsule. Parce que sinon, la plupart du temps, elle dit, t'as pas vu cette capsule-là ou la question n'est pas dure, elle se répond facilement. Mais elle peut pas écrire une page à tout le monde, là. On s'entend. Non. Mais, en bout de ligne, si la question revient trop, on fait une capsule, on règle ça de même, on met la capsule en ligne, c'est répondu pour tout le monde. C'est bon, ça. Mais là, il y a de l'ouvrage là-dedans. Puis, au début, là, quand on a commencé, j'avais une liste, j'avais 16 capsules que je voulais faire. OK? Ça, c'était au début? C'est au début. J'avais 16 capsules que je voulais faire. Puis, en fonction des questions, il y a la liste à Edith à côté, là. OK? Mais ma liste de 16 capsules, là, n'ont pas besoin d'y aller. Ils sont encore là, les 16 capsules que je voulais faire.
Parce qu'ils ne sont jamais prioritaires. Moi, ce que moi j'ai envie d'expliquer, c'est pas prioritaire sur ce que les gens veulent entendre. On se fait ce que les gens veulent entendre, nous autres. Ouais. Fait que là, ben, un jour, on va épuiser, on va répondre à mes capsules. Mettons une question comme quoi, en exemple? Bien, moi, là, j'ai une capsule, puis je suis content de ne pas l'avoir faite, parce que elle change. À chaque année, elle change. Là, OK. Mais une capsule que j'ai répondu qui était dans ma liste, pas vrai, là, c'est la vitesse de la perceuse. OK? La vitesse de la perceuse, là, ça faisait des années que les gens m'apposaient, puis je me disais, choisis la vitesse que tu es bon, puis c'est tout. On répondait ça au monde, mais je finissais par trouver que c'était une réponse un peu simpliste. Là, j'ai dit, OK, mais c'est parce que c'est un gros travail, là. On va percer, on va couper l'arbre, on va aller séparer l'entaille en deux pour voir l'entaille est-tu bien faite. Hey, c'est du travail, ça, là. Oui. Puis un jour, on s'est décidé, on s'est dit, ben regarde, personne ne le fait, là. On espérait que quelqu'un le fasse puis qu'on puisse citer un article d'un centre de recherche au Vermont ou le centre Acer, mais personne ne le fait. Puis la question, là, on parle de centaines de fois par année, OK? Et plus, là. Okay. C'est vraiment, là on s'est dit, bon, OK. Fait que là, je le fais. Grande vitesse, petite vitesse, j'essaye différentes mèches, je coupe les arbres. Hey, là, je me suis fait prendre à mon jeu. Parce que là, le premier coup, j'ai répondu à ma question, mais ça en a soulevé 20 autres. Là, on a recommencé ça 3 fois. Coupe les arbres, perce les arbres. Puis là, quand je perce l'arbre, j'en fais 8 trous. Puis je regarde les 8 trous. Puis là, je remets ça au microscope, en micro, en macro, puis tout ça. Écoute, mais j'ai répondu à la question. OK. J'ai répondu à la question, mais là, j'en ai d'autres comme ça qui sont extrêmement compliqués. Quand est-ce qu'on part notre pompe? Notre pompe vacuum. Ouais. Personne ne peut répondre à ça, en fait. Parce que personne ne l'a étudié si on part notre pompe au bon moment. Puis ça, là, c'est une question, là, elle est là. Puis elle va demander un travail de malade. C'est un travail de fou parce que ça englobe tellement d'informations que je suis en train avec Edith, là, tu es en train d'enlever la tubulure dans notre érablière parce que installé comme c'est là, on ne peut pas répondre à cette question-là. Ça prend d'équipement, ça prend des sensors, ça prend... C'est ça. Là, on manque de sensors, mais surtout qu'on manque de réplicas. OK. Parce que la plupart du monde qui font de la recherche en acériculture, là, ils mettent 2 lignes côte à côte, puis là, ils donnent le résultat. Mais c'est parce qu'il n'y aurait pas eu de test, puis il y en a une qui aurait coulé plus que l'autre. Fait que si tu mets, mettons, un chalumeau sur une, un chalumeau sur l'autre, puis tu arrives, puis tu dis celle-là a coulé plus, bien, je m'excuse, mais parce que peut-être qu'elle coulait plus de base, puis peut-être que c'est même le contraire. Là, il ne faut pas être de fuite. C'est ça. Fait que ça se peut pas comparer 2 lignes côte à côte. Fait que là, nous autres, notre érablière, là, elle va tout être montée en 6 secteurs de 200 entailles. Puis les 200 entailles, il va en avoir 100 répartis qui vont tomber en la même place que les 100 autres. Puis ça va être 100 dans le même secteur comparé à 100 dans le même secteur, côte à côte. Une fois un, une fois l'autre, une fois un, une fois l'autre, une fois un, une fois l'autre, une fois un, une fois l'autre. Un travail de fou, un travail de moine, avec les sensors en plus. Puis on espère être capable de faire une capsule avec ça. T'es en train de me dire que ça va te prendre une coupe de pompe supplémentaire, toi? Je ne sais pas comment on va le faire. Ça ne sera pas des pompes supplémentaires, ça va être dans le fond des régulateurs de vacuum, là. Tu sais, je peux marcher avec la même pompe puis 2 régulateurs pour avoir 2 façons de faire, là. Parce que, en réalité, je vais le dire, là, cette année, on a remarqué une chose qui est absolument importante, c'est que la pression atmosphérique joue un rôle beaucoup plus important qu'on le pense. OK. Nettement plus important. OK. Ça fait varier la pression à l'intérieur de l'arbre de façon importante. Puis ça vient fausser ce qu'on pense. Moi, on essayait de faire des prédictions. Mettons, là, on disait l'idéal, c'est -4 + 4. OK? La température. Fait que si le jour, il fait +4, ça va couler beaucoup s'il a fait -4 la veille. Mais si le jour, il fait +4, mais qu'il y a une montée de pression, ça ne coulera pas. Parce que s'il y a une montée de pression, ça fait un vacuum dans l'arbre. Ça fait un différentiel inverse. Mais si tu as une dépression, ça fait un vide dans la... Fait que là, tu sais, à un moment donné, là, la pression atmosphérique devient tellement importante que ça nous prend des capteurs de pression à l'intérieur des arbres pour pouvoir savoir quand est-ce partir la pompe. Il y a une journée cette année absolument fabuleuse, OK, où je paniquais. Moi, les chalumeaux que j'utilise, je les connais. Ça fait 3 ans que je les utilise, ces chalumeaux-là. Ils ne fuient pas. Ils ne fuient pas, là. OK. Mais là, cette année, je vois des bulles. Puis là,
Là, je panique, j'appelle les vendeurs. Avez-vous changé la résine? Gna, 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 gna. Puis là, ils sont là, l'autre bout, on vérifie, ils appellent. Pas de changement, pas de changement. Mais je dis, fuyez pas. C'est sûr qu'il y a de quoi de changer. Ouais. Ben, imagine-toi que là, je me suis aperçu que moi, je tire moins 27. OK? Mais si mon arbre se met sous vide de moins 10, ça fait moins 37, ça se peut pas. C'est moins 29,9. Ben, c'est sûr qu'il faut qu'il rentre de l'air. C'est une certitude, il va rentrer de l'air. Je peux pas être étanche. Il faut que j'ajuste mon vacuum en fonction de... On va rire. Non, mais tu sais, faut ajuster le vacuum en fonction de la pression qui est positive ou négative dans l'arbre. Puis là, je viens d'ouvrir, avec Edith, là, on vient d'ouvrir quelque chose d'extrêmement gros. Puis on ne sait pas comment. Tu sais, on est encore à penser comment on va réinstaller. On doit tout enlever, mais il faut réinstaller, mais il faut réinstaller de façon intelligente. Là. Il va falloir mettre des check valves sur chaque érable pour contrôler la pression. Non, mais ce ne sera pas érable par érable, mais tu sais, mais c'est complexe. Oui, c'est complexe. C'est beaucoup plus complexe qu'on le pensait au départ. Puis là, on a mis le doigt dans quelque chose qui nous permet d'expliquer les journées qui ne rentrent pas dans le modèle. Puis là, ils rentrent toutes dans le modèle. Là. Okay. C'est ça l'affaire. Là. Quand ils ne rentrent pas dans mon modèle, je le dégèle. Je suis capable de le faire rentrer avec pression, dépression. Okay, là, ben, là, tu vois que... Eh, mon Dieu! Puis là, la pression à l'intérieur de l'arbre, c'est en fonction de la surface d'écorce qui reçoit la pression, OK? Puis, ou la dépression. Puis plus l'arbre est gros, plus son rapport bois, tout ça va changer. En tout cas, les petits arbres sont moins sujets que les gros. En tout cas, tu vas voir, on est en train de se perdre, là. Toi, Jean-Michel, de ton bord, fais-nous donc un petit portrait de ce que vous faites. Écoute, autant comment se procurer tout ça, c'est quoi votre offre de produits? Parce qu'il n'y a pas juste ces deux-là. Non, il n'y a pas juste ces deux-là. En fait, on a 7 produits à ce point-ci. On travaille avec on fait de la liqueur de fruits, donc avec des fruits du Québec. On a une liqueur de fraises, melon, rhubarbe, canneberge, framboise, thé du Labrador, bleuet, sapin. On a une liqueur de café piment fort, puis on a aussi un gin aux pickles. Donc on a élaboré un gin qui était quand même très différent de ce qu'on va retrouver sur le marché. Tout le temps 100% fait à partir d'érable. Pas de colorant, pas de saveur artificielle, c'est vraiment 100% Québec. Peut-être le café, vous allez me dire, ça pousse pas au Québec, ça pousse pas encore. Mais au moins, c'est torréfié dans le coin de Sherbrooke, il n'y a pas de problème là-dessus. Fait que là, on a une petite pause forcée, il s'est mis à mouiller, mais oui. On parlait, Jean-Michel, tu parlais de... Ça, c'est des produits qui sont 100% québécois, qu'on fait avec des ingrédients québécois, pas de saveur artificielle, pas de colorant là-dedans. On a 3 liqueurs de fruits, une liqueur de café, un gin au pickle, puis ce que vous avez goûté tantôt, mon gin à l'érable, puis mon coyote. Mais on va checker ça rapidement. Là. Liqueur de fraises, melon, rhubarbe. Canneberge, framboise, thé du Labrador. Puis un de mes préférés, le bleuet sapin. Parce que, tu sais, le bleuet et le sapin, ils se côtoient dans le bois, mais ils jouent jamais souvent ensemble. Ouais. Fait que là, c'était une belle opportunité de les faire travailler ensemble. Wow. Encore une fois, il y a tout plein d'anecdotes avec ça, notamment celui-là, quand on a commencé à le formuler, on mettait moitié bleuet, moitié sapin là-dedans, puis ça goûtait le sirop pour la toux, c'était infect. Le sapin, ça goûte fort longtemps. Ouais. Là, rendu la formulation à ce point-ci, ce qu'on fait, c'est qu'on met beaucoup de bleuet, puis on fait juste passer le sapin sur le bord de la bouteille. Puis là, ça goûte le sapin. Pas besoin d'en mettre plus que ça. Fais-tu une incantation aussi? Oh, oui. En fait, c'est des équations qu'on fait, mais ça a l'air d'une incantation pour le commun des mortels. C'est de là que vient l'expression « passer un sapin ». Ouais. C'est boire un sapin dans ce cas-ci. Puis, ce qui est encore plus baveux avec notre liqueur de bleuet, c'est qu'on a commencé à faire juste bleuet puis sapin. Puis, à un moment donné, on a commencé à mettre de la camerise là-dedans, puis la camerise goûtait plus le bleuet que le bleuet. Puis moi, je trouvais ça je trouvais ça baveux qu'un autre fruit goûte plus le bleuet que le bleuet qui s'appelle bleuet. En tout cas, bref. Puis pourtant, un producteur de camerise, faut pas que tu lui dises tu fais des bleuets. Non, exactement. C'est ça, tu viens de l'insulter. Puis où est-ce qu'on est distribué? Écoutez, on a une boutique à la distillerie, on fait tellement d'événements, fait qu'on est un petit peu partout à travers le Québec. On essaie de rester proche de nos affaires, fait qu'on est dans le coin de l'Estrie quand même pas mal. Sinon, Grand Marché de Québec, on est là tout le temps. On se promène dans le coin de Québec. Aujourd'hui, on est avec vous ici, donc distillerie. Puis on livre à Québec, Thetford, Sherbrooke, puis maintenant Saint-Georges. Parce que, tu sais, quand on n'est pas à SEQ, essayez pas de nous trouver à SEQ. Okay. Quand on n'est pas à SEQ, ben, il faut trouver une façon de distribuer nos affaires par nous-mêmes. Puis si vous êtes vraiment, vraiment, genre, motivé, on veut 3 caisses, ben, on va trouver une façon de vous le livrer chez vous. Ouais, on est rendu là. Puis, sans blague, là, il a parlé du bleuet sapin, là, mais l'équilibre dans cette boisson-là, il est parfait, là. Ouais. Il est parfait. Tu reconnais les deux, mais très bien, mais pas trop. C'est vraiment... Ouais, là, c'est
Faut tout le temps que tu trouves la bonne dose pour pas dire qu'un enterre l'autre ou c'est trop. Oui, c'est un bon dosage, puis c'est drôle parce que ça va en fonction des saisons. Tu sais, comme ma fraise melon rhubarbe, dès que la fraise va sortir au Québec, ça va être le drink de terrasse. Tu mets ça avec un petit tonic, là, pas plus qu'un tonic, ça fait la super belle job. Puis la canneberge à la fin de l'année, puis ceux-là aux fruits, on les sort en volume réduit, c'est-à-dire on va passer tous les fruits, puis après ça, on ne store pas de fruits, là, ça va être ça pour l'année. Canneberge, on la sort à l'automne, puis écoute, les gens se font des espèces de kir, là, mousseux, canneberge, ça fait super bien dans le temps de Thanksgiving jusqu'à Noël. Fait que c'est des produits qui sont saisonniers, qui vont suivre la saison pour plusieurs, mais sinon, le coyote, le gin à l'érable, puis mon gin au pickle, puis ma liqueur de café, eux autres vont rester toute l'année. Là. Ils sont tout le temps avec vous. Les autres, faut en profiter quand ça passe. Mais c'est intéressant, le pickle, c'est la première fois que j'entends ça. Ah, tu viendras goûter à ça, ouais. Je suis vraiment curieux de ça. Puis, tantôt, Stéphane, tu parlais de modèle de recherche que tu as fait. Le modèle d'Entoyer à 3 étages, c'est de quoi que je pense que ça fait plusieurs années que tu... Plus de 20 ans. Ouais. La capsule record, hein, je pense. Écoute, celle-là, elle a vraiment été... Non, nous autres, on a une capsule, là, qui est plus record que celle-là, mais l'entaillage à 3 niveaux, là, c'est la capsule qui a attiré le plus l'attention des personnes à l'extérieur de nous autres. OK. Parce que elle s'est rendue à la semaine verte. Ouais. Ils l'ont même repris des bouts dans l'émission Chef à cabane. OK. Donc, c'est la capsule qui a été le plus exportée en dehors de notre réseau. Mais c'est rare dans une vie rencontrer ça, là. Parce que il y a plus de 20 ans, quand je parlais de ça dans l'entaillage à 3 niveaux, je faisais rire de moi. OK? Parce que les gens n'avaient pas assimilé que quand ils frappaient du bois brun, c'était à cause de leurs vieilles entailles. La plupart des gens pensaient que c'était normal parce que quand ça fait plus que 20 ans que tu entailles, le hasard fait qu'une fois sur 3, tu vas frapper du bois brun. Mm-hmm. OK? Donc, les gens ne se rendaient pas compte que c'était eux les responsables du bois mort. Le monsieur Blais, en question, 30 000 entailles quand même, le monsieur, là, il n'avait jamais fait les sucres. Il connaissait pas ça. OK. Il me voit dans une conférence, puis là, je dis aux gens que moi, mathématiquement, la seule façon que j'ai trouvé de ne pas rencontrer du bois mort, c'est de le faire 1, 2, 3. Tu tasses de 2 pouces, 1, 2, 3. Tu tasses de 2 pouces, 1, 2, 3. Fait qu'en 15 ans, tu as avancé juste de 9 pouces, tu sais. Tu sais, grosso modo, là, ça donne ça. Fait que l'arbre, il y a le temps de grossir. Le monsieur, je le rencontre à l'Assemblée annuelle des PPAQ. Viens me voir, Stéphane. Il dit là, ça fait 20 ans que je fais ça. Il dit, faut que tu me dises, je continue ou j'arrête. Là, je dis, de quoi qu'on parle? Vaut-tu la peine? Ou... Non, mais de quoi qu'on parle? Moi, j'ai mis ça en arrière de moi. J'étais un cave. L'entaillage à 3 niveaux, personne n'en veut. Je suis trop en avant, tu sais. Non, il dit, je l'ai fait. Ah ben là, j'ai dit, c'est sûr, je m'en vais chez vous. Mais je dis, la condition, tu me coupes 3 arbres, il faut que je regarde dedans si ça a marché. OK, ouais. Hey, le gars a 30 000 entailles, ça a été dur. Mais... de dealer 3 arbres, OK? Parce que le monde aime leurs érables, là, tu sais. Le monde, là, il aime. Ben parce oui, que moi, qu'ils me sortent 3 érables pourris, prêts à couper, ça me sert à rien. Faut qu'ils soient en santé. 3 érables, j'ai pas eu 3 beaux érables, OK? Il n'a pas été capable. Mais j'ai quand même eu 3 érables, mettons, d'état de santé moyen. On arrive là, j'étais stressé, je peux te jurer. Je coupe les arbres. Il y avait le corps de l'arbre utilisé après 18 ans. OK? Puis là, il restait pour assurément plus que ce que j'avais dit de bois vivant. Fait que ça veut dire que quand il va avoir fait le tour, tout va être complètement vivant. Puis il va entailler dans du bois vivant pour lui, son fils qui prend la relève, pour toujours. Fait que c'est ça qui était pour nous autres extraordinaire. Mais c'est rare dans une vie quelqu'un qui fait quelque chose d'avant-gardiste, qui est contre-courant, puis il t'écoute by the book. Mais tu sais, il l'a fait by the book, là. Sur 30 000 entailles. Oui, sur 30 000 entailles. Puis tu sais, c'est pas... le monsieur, là, il avait son balai à neige avec sa mesure. Ouais, c'était vraiment vu vidéo, ouais. 16 pouces en bas, 16 pouces pile. Puis, tu sais, il n'y a pas dérangé du modèle. C'est sûr, tu arrives à une blessure. Il y a une blessure sur l'arbre, tu te tasses. Ouais. Mais le monsieur, il a suivi le modèle by the book, là. Comme si j'y avais écrit un protocole scientifique. Puis des fois, on rentre des gens dans des projets, ils sont pas capables de suivre notre protocole. Lui, on l'a même pas rentré, puis il l'a fait. C'est absolument fabuleux. Je te dis, on coupait les arbres, là, puis j'en frissonnais, moi. Mais là, 20 ans, il a reçu l'information comment? Il est venu écouter une conférence.
Okay. J'ai donné une conférence, puis là, j'expliquais au monde que le bois mort, c'était rendu un problème majeur, que beaucoup de monde ne voit pas. T'sais, moi, là, je l'ai vu très vite. En fait, il y a 20 ans, quand j'étais au Centre Serre, là, nous autres, on faisait 5 livres à l'entaille. OK? Puis là, on disait au monde, aujourd'hui, les équipements permettent de faire 5 livres il y a 20 ans. Mais si vous ne le voyez pas, c'est parce que vous percez dans du bois mort. Vous ne pouvez pas le voir. Puis là, les améliorations qu'on a faites, là, tu sais, aujourd'hui, là, le plancher, c'est plus 5 livres, là. Mais si tu le vois pas, c'est parce que tu as trop de bois mort. Ou trop de fuite, là. Il y a deux façons de perdre la coulée. Tu frappes du bois mort ou tu as des fuites. OK? Mais les personnes qui ont leurs fuites sont contrôlées, là. Quand je te dis 5 livres, c'était le plancher il y a 20 ans, c'était à Mont-Laurier. On faisait 5 livres à Mont-Laurier. Bon, le potentiel était là. OK? C'est juste que on comprend, on est en forêt. C'est dur, c'est difficile de faire un dispositif en forêt. Mais le bois mort, c'est le facteur qui réduit le plus la coulée chez les gens. Puis à tous les années, je m'amuse. Je fais toujours au moins une fois une conférence sur l'entaillage. Cette année, je l'ai faite dans mon village à Kenners Mills. C'était mon cadeau de bienvenue aux citoyens. Moi, j'adore les acériculteurs. Puis là, je tombe dans un village où il y a beaucoup d'acériculteurs par rapport à la population. On est 300 têtes, puis je pense qu'il y a plus que 30 cabanes. C'est fabuleux d'être dans un milieu comme ça, là. Et puis, les gens sont venus, puis là, je donne la conférence, puis là, je leur explique ça, que le bois mort, ça fait perdre, Bien, je leur regarde le visage, là, puis je trouve ça fantastique de voir que c'est pas quelque chose qui est directement assimilé. Moi, j'entaille, tu sais, comme cette année, j'ai tout entaillé par en bas, puis là, le monde sont là, « Hey, t'entailles en bas, ça se fait pas. » Oui, mais j'ai du bois vivant en bas. Moi, entailler dans du bois vivant, là, c'est de l'art. Ouais. C'est de l'art. Entailler dans du bois vivant, c'est comme une bénédiction. Parce que les études le montrent, là, que ce soit au Vermont, que ce soit le Centre Serre, quand tu tombes dans du bois mort, tu perds jusqu'à 50 de ta récolte. C'est gros. Fait que là, si tu as 25 de tes trous qui perdent 50 de ta récolte, c'est parce que je t'annonce que tu as perdu 12 Tu as perdu 12 puis 12 là, des fois, c'est ta rentabilité. Fait que tu peux pas niaiser là-dessus. Tu perces dans du bois vivant, point final. Fait que si je comprends bien ce que tu dis, le bois mort, c'est pas bon en acériculture, c'est pas bon dans nos entreprises, c'est pas mieux à l'Assemblée nationale. On n'embarquera pas là-dedans. Oh! Non, mais... Je suis obligé de répondre. Non, peut-être mieux pas, là. Mais tu sais, on parle... de plus en plus, puis ça fait quelques années, on parle d'agriculture durable, puis ça en fait partie, ce modèle-là, l'agriculture durable, parce que ça assure tu sais, que ton bois, il va tout être efficace, puis dans les années, il va continuer à être bon, là, tu sais. Pourquoi c'est quelque chose qui n'est pas assimilé facilement? C'est parce que ça coule quand même. Mm-hmm. Tu sais, quand on dit durable, là, c'est que tu passes pas à zéro. Tu sais, moi, j'ai des amis, là, à l'île d'Orléans, là. Écoute, ils ont un érable, là. Il faut être 3 pour faire le tour. Puis le père de mon ami, OK, ça fait plus que 50 ans qu'il se rappelle qu'il y avait au moins 6 chaudières dessus. Compte ça comme tu veux. 50 fois 6 trous. OK? Quand même. Puis il coule encore. Ouais, c'est ça. Il va couler, mais... C'est durable. De toute façon, c'est durable. La question, c'est est-ce que c'est très durable? c'est pas... On est de base dans le durable. Hey, puis on va pas niaiser là-dessus, là. Le sucre d'érable, malgré tout, mettons que tu frappes du bois mort, ben, c'est pas grave, c'est toi qui es pénalisé. C'est pas l'arbre nécessairement. L'arbre, il va s'en sortir. Il est très résilient, l'érable à sucre. Il supporte ces blessures-là qu'on fait au printemps de façon exceptionnelle. Il n'y a jamais personne qui a réussi à montrer que ça le tuait, là. Okay? Bon, il s'en sort bien, là. Fait que c'est durable de base. La question, c'est est-ce que c'est durable financièrement? Pas pour l'environnement, financièrement. Puis le sucre d'érable, là, c'est un des seuls sucres au monde qui ne demande pas la déforestation. Oui. Fait que, regarde, c'est-tu durable? C'est plus que durable. C'est du renouvelable. Oui, on est dans le produit renouvelable, ouais, clairement. Avec la mode, le courant d'agriculture régénérative, ouais, on s'entend qu'on est parfaitement dans cible avec la sériculture. Ah, écoute, il n'y a pas mieux que ça. Puis tu prends des indices. Tu sais, là, moi, j'aime regarder les indices. Parce que dans la vie, tout est des indices. Tu as vu, il y a des courants en environnement. Pendant un certain temps, c'était
une paire de jeans, ça prend genre 5 tonnes d'eau. Hein, mais nous autres, on n'arrose pas nos érablières. Ah, c'est pas toi qui arrive avec un système d'irrigation. La vache, des fois, ils vont dire un steak, c'est tant de kilos d'eau. Non, nous autres, c'est zéro. Là. La canne à sucre, tu peux trouver les données qui vont dire que ça prend tant de tonnes d'eau par kilo. Nous autres, c'est zéro. Après ça, tu as l'occupation au sol. On a zéro occupation au sol. Parce que la forêt reste un écosystème. Oui. On a zéro occupation. Fait que ça, c'est un autre indice que tu vois passer souvent, l'occupation au sol. Mais on n'en a pas. On n'a pas. Si on est exceptionnel, on n'en a pas. C'est un écosystème. On laisse les oiseaux, on laisse les prédateurs, on laisse... Tout est là. La nature a tout le temps gagné sur l'humain. La seule affaire qu'on tolère moins, c'est l'écureuil. Regarde. Pour des raisons différentes. mais tu comprends que quand tu prends les indicateurs, tu les additionnes. Ah, mon Dieu, on a un produit exceptionnel, là. Puis en plus, si tu fais une boisson avec. Mais au niveau du bilan de carbone aussi, t'es quand même pas pire là, sur tout ce qui est sucre acéricole. Si on regarde le bilan carbone, c'est un autre indicateur qu'on regarde aujourd'hui. Si tu fais ton évaporation avec un carburant considéré comme le bois, c'est carboneux. Si tu fais au bois, tu as le sucre le moins polluant de la planète en termes de CO2. Si tu le fais à l'huile, c'est le pire. Okay? Ouais, okay? C'est un ou c'est l'autre. Mais on a la possibilité, puis on a une grosse portion de notre production acéricole au Québec qui est faite au bois ou électrique aussi, qui est biomasse, qui est considérée carboneux. Donc, on a une grosse partie de notre production qui est le sucre le moins polluant de la planète. Et pour le CO2, pour l'eau, l'occupation au sol, pour tous les indicateurs qu'on rencontre en écologie, on n'utilise aucun pesticide. Aucun pesticide. Qu'on soit bio ou pas, il n'y a aucun pesticide qui est utilisé. Le seul qu'on va rencontrer, c'est quand on va avoir des chenilles. On met du BT, c'est un produit qui est accepté en biologique. Donc, il n'y a pas de pesticides qu'on utilise. On fertilise à peu près pas. On met de la chaux, c'est même pas considéré. En fin de tout, là, on rencontre l'ensemble des indicateurs à la perfection. Alors, c'est une très, très belle production puis qui va perdurer dans le temps. Là, on le souhaite. Oh oui, oui, c'est sûr. Toi, Jean-Michel, mettons que tu changes de casquette puis tu enlèves ton tablier de mixologue. Je veux dire, il faut aussi que tu... Au-delà de... Un vrai mixologue. Il l'enlève pour vrai. Au-delà de... Non, mais c'est un podcast. Hein? J'ai respecté la règle, podcast. Au-delà de la distillerie, il faut aussi que tu gagnes ta vie. Donc, si tu me parles un peu de ça. Oui, bien, nous, à l'Université de Sherbrooke, on a développé la chaire de recherche industrielle sur les technologies acéricoles et on voulait adresser un manque qu'il y avait dans la recherche et le développement qu'il y avait dans l'industrie acéricole. Donc, Stéphane a parlé beaucoup de ce qui se passe en forêt. C'est pas quelque chose qu'on touche vraiment, mais nous, on est au niveau engineering. Qu'est-ce qui se passe une fois que ça sort de l'arbre? Fait que, notre expertise est au niveau de tout ce qui est pompage, système membranaire, aussi au niveau de la chimie même du sirop d'érable. Fait que, ce qu'on a commencé à faire avec la chaire acéricole, ce qui est drôle avec le monde acéricole, c'est au départ, quand on est arrivé, peut-être on est arrivé avec nos grosses bottines, là, on venait du monde de l'énergie, puis on voulait, on a des super beaux équipements à l'Université de Sherbrooke, puis on voulait mettre ça à contribution du monde acéricole. Fait que la première affaire, on regarde, y a-tu des bobos? On demandait aux acériculteurs, y a-tu des bobos en quelque part? Non. Tout est beau. Tout est beau. Il n'y a pas de problème en acériculture. Tout marche bien. Puis là, on creuse un peu. Le monde dit ça mousse. C'est tannant, cette affaire-là. Ben non, c'est une manière d'optimiser la chaleur dans nos évaporateurs. Puis à un moment donné, on remet des affaires dans la nature. C'est-tu correct, ça, au niveau de l'environnement? Puis même, il y a du monde qui ont dit ben, tu sais, l'automatisation, c'est cool, ça. Industrie 4.0, on peut-tu rentrer ça dans nos érablières puis dans les centres de bouillage? Puis là, on a commencé à se rendre compte, en grattant un petit peu, qu'il y avait vraiment une demande pour pouvoir développer des nouvelles patentes. Fait qu'on travaille à différents niveaux. Sans aller trop dans les détails, par exemple, ce qu'on a fait, on a rajouté un nouveau niveau d'équipement au centre de bouillage à la batterie. Fait qu'eux autres, ce qu'ils voulaient faire, c'est qu'ils voulaient intégrer l'intelligence artificielle dans les opérations acéricoles. Ça vient un petit peu rejoindre ce que Stéphane disait tantôt. C'est comment on est capable d'aller chercher toutes les informations puis de corriger ça. Parce qu'à un moment donné, il y en a de l'information. Puis ça te prend une façon de faire pour être capable de comprendre comment les choses s'orientent. Fait que ce qu'on a fait là-bas, c'est vraiment intéressant. On a mis des nouveaux sensors sur la ligne de production acéricole pour être à terme capable de dire, par exemple, « Oh, ce sirop-là, il va peut-être virer filant. »
On y va en fonction du pH, en fonction de la viscosité. Puis on corrèle ça avec les données atmosphériques, où ça a été pris. Même le camion est équipé pour être capable de savoir qu'est-ce qui est rentré là-dedans. Fait que de cette façon-là, on a une quantité astronomique d'informations. Puis ce qu'on veut faire à terme aussi, c'est d'être capable d'aller plus loin dans la détection des défauts de saveur en ligne. C'est quelqu'un qui va rentrer là, puis eux autres, c'est intéressant parce qu'ils ont beaucoup d'usagers, fait qu'ils vont rentrer l'eau là-dedans ou le concentrer là-dedans, puis ils veulent savoir, en bout de ligne, tout est-tu correct, tout est-tu beau, puis la personne qui va produire le sirop d'érable veut savoir, mettons qu'il y a une contamination dans un des silos, c'est-tu mon client ou c'est mes affaires à moi qui vire croche? Fait que c'est en fonction de ça qu'on est capable d'aller mettre ces différents sensors-là. Puis d'un autre côté, écoutez, on a travaillé sur comment remettre le sirop qui est avec un défaut de saveur propre à la consommation, entre guillemets. Fait que, tu sais, la première affaire qu'on m'a donnée comme défi quand je suis rentré dans le monde acéricole, il dit « Hey, le sirop de bourgeon, c'est tannant, ça. Faites quoi avec ça? » Faites de quoi avec ça? Puis on a trouvé différentes façons, puis c'est vraiment touché de travailler avec le sirop d'érable parce que dans le cas du sirop de bourgeon, on avait le droit d'enlever une molécule ou 2 molécules dans le foin de molécules. Fait que c'est littéralement comme enlever une aiguille dans une botte de foin, chimiquement parlant. C'est une chose qu'on a réussi à faire de 2 façons. Ça nous aura pris 2-3 ans, puis on va valider ça avec Stéphane. On va aller faire une capsule là-dessus pour vous montrer comment on a réussi à faire ça. Ça, c'est une affaire. Une autre affaire aussi, c'est que les gens nous demandaient, tu sais, le moussage, c'est tannant. Y a-t-il une façon de régler ça? Fait qu'on a travaillé sur une technologie pour faire de l'antimousse sans avoir des antimoussants qui sont injectés dans le sirop. Fait que le sirop va rester intègre, il n'y aura pas d'antimoussant dedans. Puis on a utilisé des échangeurs de chaleur pour faire ça. C'est-à-dire on va mettre des pipes, des tuyaux avec de l'eau froide, tout simplement pour casser la mousse puis enlever ce problème-là. Fait que, tu sais, on travaille à différents niveaux, au niveau de traitement des eaux qui viennent de l'osmose inverse aussi. Puis, tu sais, je fais le concours avec Stéphane aussi. Puis, une des choses qu'on a commencé, moi, personnellement, je suis chimiste de formation. Puis après ça, je suis allé du côté obscur, je suis rentré dans l'engineering. Mais du côté chimiste, ce que je trouve super intéressant dans ce qu'on fait avec Stéphane, c'est que on goûte les sirops d'érable, mais moi, quand je vois ça, je dis, au niveau chimiquement parlant, il y a tout un profil là-dedans qui doit être propre à chaque région. Puis, tu sais, à chaque année, il y a un sirop qui gagne, là. Il doit y avoir quelque chose de spécial chimiquement parlant, ce sirop-là. Fait qu'à chaque année, après le concours, moi, je passe avec mon chapeau, puis je ramasse le sirop d'érable, je ramasse les échantillons pour pouvoir étalonner mes machines, pour essayer de voir la corrélation là-dedans, puis dire, peut-être à terme, oh, ça, c'est le sirop représentatif de Chaudière-Appalaches. Ça, c'est celui-là de l'Estrie. Puis lui, quand tu vas le faire de même, je suis sûr et certain que tu vas avoir un des meilleurs sirops qui va être produit. Fait que ça fait partie des choses qu'on fait. C'est très, très intéressant. C'est vraiment le fun de savoir qu'il y a une poussée pour développer la production acéricole. C'est cool. Oui, puis ça vient de différents partenaires qui avaient vraiment volonté de faire un changement dans le domaine. Ouais. Puis notamment les équipements Lapierre qui nous supportent avec ça. Fait que différents partenaires de la chaire, ils disaient, on veut vraiment qu'il y ait des avancées dans différents niveaux. On veut que vous nous aidiez. Puis ce qui est le fun avec ça, puis pour nous autres, le monde acéricole, c'est un milieu qui est très vierge par rapport à la recherche et le développement que tu peux y faire. Puis ce qui est le fun aussi, c'est qu'il y a beaucoup de technologies qui existent dans d'autres domaines, dans le domaine alimentaire, dans le domaine du génie chimique, qui sont juste pas appliquées là. Fait que ce qu'il faut faire, c'est tout simplement du rétrofit de technologie, puis embarquer ça, puis l'adapter au monde acéricole. Fait que tu sais, il y a tellement de choses qui sont disponibles, puis les acériculteurs sont super débrouillards, mais ils n'ont peut-être pas conscience de tout ce qui est disponible sur le marché, surtout dans une perspective où on s'en va avec une production acéricole qui s'industrialise de plus en plus. Mm-hmm. Oui, il y a le côté artisanal, familial, mais il y a aussi le côté industriel. Côté industriel, puis le monde, puis comme le disait Stéphane tantôt, le monde veut en faire, puis tu sais, ils ont d'autres jobs, puis quand ils n'ont pas beaucoup d'inventaire, ils veulent être capables de faire leur sirop d'érable, mais de ne pas avoir à lâcher le job. On lâche déjà notre job pour aller poster de quoi à Poste ou interagir avec Poste Canada. Pas besoin de lâcher ma job quand je fais du sirop d'érable non plus. T'sais. Fait que je pense que les gens s'en vont dans ce sens-là, puis il y a beaucoup d'avenir pour pouvoir automatiser les choses, puis les rendre les choses plus user-friendly pour la moyenne des gens. Non, c'est bon. Tu parlais de saveur. Stéphane, je pense que j'ai lu, puis je t'ai écouté dans différentes vidéos, puis même avec le concours que vous faites, je pense que tu prônes plus la saveur que la couleur. Hein? Écoute, ça sera pas... Tu viens d'ouvrir une boîte de Pandore, mon gars. c'est pas un gros secret. Tu sais, nos capsules le transpirent de ça. Hein? On s'en cache pas.
nous, la conférence que je donne aujourd'hui, c'est comment améliorer la saveur des sirops. Là, OK? Puis, ce qui est plate, c'est que les conseils que je donne aux gens, ça va réduire la valeur commerciale quand ils vont le vendre en vrac. Ouais. Parce que les sirops les plus pâles ne sont pas les plus savoureux. Et la discordance qu'on a entre la préférence du consommateur, parce que les études consommateurs montrent la même affaire, les consommateurs ne veulent pas en majorité les sirops pâles. OK. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de marché pour les sirops pâles, mais c'est pas ça qui est notre core business en acériculture. Notre core business, c'est la saveur. Et si, puis comme dans tout, hein, si ton mode de paiement, c'est la couleur, bien, on s'en va vers le sucre blanc. Il ne faut jamais oublier que l'industrie du sucre blanc, c'est parti d'un sucre qui était brun foncé. Oui, il a été raffiné. Puis, comme les gens voulaient du sucre blanc à longue, tu sais, l'époque farine blanche, toute blanc, on n'est plus là, là. On n'est plus là. Il y en a, là, ça recommence, le sucre brun puis tout ça, là. Ouais. Mais c'est une époque qui est en train de finir. Nous autres, on se démarque du sucre blanc par notre saveur, mais si notre mode de paiement n'oriente pas les gens vers la saveur, comment tu veux qu'un manufacturier... puis je félicite les équipements Lapierre qui se butent à ne pas sortir des évaporateurs qui ne font pas de saveur, OK? C'est comme une valeur. Tu sais, des fois, tu rencontres les valeurs d'une entreprise, les équipements Lapierre. C'est la première affaire qu'ils nous ont dit. Nous autres, on n'est pas prêts à sortir des évaporateurs qui n'ont pas la possibilité de faire de la saveur. Okay. L'opérateur est capable de faire du sirop pâle avec les évaporateurs Lapierre, mais il est capable d'en faire du savoureux s'il veut. La balle est dans les mains de l'opérateur. OK? Tous les évaporateurs ont la capacité de le faire. Bon, ils n'ont pas choisi pour. Mais eux autres, dans les valeurs, c'est pas vrai qu'on va sortir un évaporateur qui n'a pas la capacité de faire du sirop savoureux. Mais on comprend que commercialement, quand tu fais 1000 barils, à la fin, là, c'est la couleur qui compte. Ouais. Si tu n'as pas un bonus pour la saveur, tu n'as aucun incitatif financier à aller vers là. Puis je sais qu'il n'y a aucun acériculteur dans la vie qui n'aurait pas envie de faire le sirop le plus savoureux. Mais en ce moment, moi-même, là, OK, chez nous, il y a une journée, la journée que tu traverses, là, tu sais, la journée où tu dis, ouais, si je bouille à 3 pouces d'épais, mon baril va valoir moins cher. On l'a traversé cette journée-là. Là. On l'a eu. Okay. C'est une décision qu'on a prise, mais en même temps, moi, j'envoie mon sirop dans un baril, je vais avoir moins si je décide de le faire plus savoureux. C'est étrange. Ouais, je vais juste te dire, c'est étrange. Okay? Moi, je suis conscient que c'est très compliqué d'établir un système. Moi, je suis toujours capable de regarder les deux côtés de la médaille. Je suis conscient que c'est très compliqué de faire un système de paiement, mais je suis aussi conscient que ce système de paiement-là pourrait, à la longue, briser notre industrie. Peut-être ça va un peu dans le sens de ce qu'on disait tantôt aussi au niveau d'avoir un certain marqueur du goût du sirop d'érable qui serait quantifiable, parce que ça devient quand même assez subjectif à un moment donné. T'sais, moi, quand je vais aller faire le concours, ce que je cherche, puis à peu près la même affaire que j'ai trouvé dans notre gin réduit aussi, c'est quand j'y goûte, puis ça me rappelle quand j'étais jeune. Mm-hmm. Quand j'étais jeune, puis j'en mettais sur mes crêpes ou sur mes gaufres, c'est ça ma référence. Si ça goûte ça, je suis content. T'sais. Puis si on était capable éventuellement d'avoir un métrique ou une quelconque façon de quantifier ça, bien le goût pourrait être quantifié. Mais tu sais, c'est là que la recherche est utile dans le monde acéricole, puis c'est là que c'est un terrain tellement vaste. Là, il y a tellement de choses qu'on peut faire pour être capable d'aller chercher ces indicateurs-là, puis ces informations-là, qui pourraient même, à un moment donné, être insérées en ligne quand le sirop est produit, puis dire « OK, je m'en vais dans le bon sens, je fais quelque chose qui va être de très haut niveau au niveau du goût. » C'est un peu comme en agriculture, on le sait, plus on éloigne le producteur du consommateur, pire est la qualité. Là. La quantité au lieu de la qualité. De plus que tu es gros, à un moment donné, tu veux de la quantité, puis la qualité à l'école veut pas, parce qu'à un moment donné, il faut que tu réussisses à produire ce que tu as besoin. Là. C'est parce qu'on n'est pas... On parle même pas de complications, là. Okay. On n'est même pas dans la complication. Là. Si je te disais que pour la plupart du monde, là, c'est la différence entre bouillir 1 pouce d'épais dans la panne à pli versus 3 pouces. Puis à 3 pouces, c'est le jour et la nuit. OK?
On ne change pas l'efficacité, on ne change absolument rien, on ne change pas le temps qu'il passe dans la cabane. Il faut juste changer sa couleur. Okay? C'est le seul paramètre, mais il est négatif, le paramètre. Il n'y a personne, en le fond, là, il n'y a personne qui aime ça. Clairement, il n'y a personne qui aime ça. Moi, je connais personne à qui je parle qui me dit « Hey, c'est le fun de produire le sirop le plus pâle possible. » Ben non. Quand c'est pour leur famille, là. Non, mais tout le monde le sait comment faire son sirop quand c'est pour la famille. Tout le monde le sait. C'est pas un secret de polichinelle, là. Moi, des fois, le monde dit « Ah, comment? Je vais donner une conférence tantôt, je vais leur expliquer c'est quoi. » Mais ils le savent tout, là. Ils savent intuitivement. OK? La saveur d'avant, là, tu sais, quand on était jeune, là, on l'est plus, mais cette saveur-là, on sait vient d'où, là. C'est une cuisson qui est longue. C'est simple, là. Moi, je m'amuse souvent à dire, chez nous, on concentre à 30 brix. Nous, on n'a plus un évaporateur, c'est une mijoteuse qu'on a. Moi, j'ai une mijoteuse Force 5, Lapierre, OK? Et, non, mais sans blague, moi, pour produire un baril de sirop, il faut que j'évapore un baril et demi d'eau. J'ai plus un évaporateur. Ah ouais, j'ai clairement une mijoteuse. Elle sert juste à avoir un transit qui réchauffe mon sirop puis qui donne les arômes. C'est ça que j'ai chez nous, là. Ah ouais. C'est clairement ça, là. J'ai une mijoteuse Lapierre. C'est bon. Branding. Des branding. Mijoteuse. Nouvelle gamme. Mijoteuse. La gamme mijoteuse. Hey, ben, en tout cas, je voulais vous remercier, Stéphane, Jean-Michel, d'avoir participé au podcast. C'est vraiment gentil. Merci, David, d'avoir. Merci à vous autres d'être venus. Ben, c'est vraiment cool. Puis, si on veut vous suivre, les réseaux sociaux, la distillerie du Granit, on est sur Facebook, on est sur LinkedIn. Pas très actif, mais sur Facebook, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'acériculteurs qui consultent Facebook. On est là. Sinon, québecol.ca, c'est notre site web. Nous suivre, on met des recettes à tous les semaines. On fait des suivis. Fait qu'on est assez vivant sur Facebook et sur le site web de la distillerie. Parfait. Merci beaucoup. Stéphane? Érable et Chalumeau, www.érable-chalumeau avec un x.ca. Notre site est en reconstruction en ce moment. OK. Il s'en vient quelque chose d'ici une couple de semaines. On le rend plus facile puis plus accessible à tout le monde. Parfait. Merci beaucoup. Ben merci. Je vais te le dire, David. Merci aussi du support de Lapierre pour le podcast. Ça fait plaisir. Supporter pour Lapierre, ça a toujours été depuis 50 ans. Supporter ceux qui s'impliquent dans l'industrie. Dans votre cas, c'est pas spécifiquement acéricole, c'est agricole. C'est agricole, oui. C'est des jeunes de la relève. Puis j'ai entendu dire que s'il n'y a pas de gars comme vous autres, on n'aura rien à manger. On y croit pas mal à ça, tu sais. C'est le début de la chaîne, on va dire. Ça fait que, on aime bien ça, supporter ce genre d'activité-là. C'est dans nos valeurs. Le partage de connaissances, le partage d'idées, l'écoute. Ça a toujours fait partie du développement de l'entreprise. Fait que c'est pour ça qu'on est heureux de supporter des gens comme vous autres, comme les centres de recherche, comme Érable et Chalumeau, qui sont parfaitement dans le partage de connaissances. C'est notre valeur la plus importante chez nous. Ben c'est très apprécié, puis merci beaucoup. Merci de votre confiance. Yes. Fait que, merci à nos auditeurs. C'est sûr que grâce à eux, on continue, puis on a du fun à avoir des feedbacks de vous autres aussi, les auditeurs, tu sais. Par vos partages, par vos likes, par vos commentaires. N'hésitez pas tout le temps à laisser un pouce bleu. Dites ce que vous en pensez de l'épisode. Puis, cet épisode-là, tu auras clairement énormément de vues et beaucoup de likes. C'est sûr. À cause de toi ou Jean-Michel? C'est Jean-Michel, c'est juste lui, c'est juste lui. Ou Stéphane, en tout cas. OK, yes. Fait que, merci beaucoup encore. Merci. Puis on se dit à la prochaine, tout le monde.